Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour le grand JT des territoires. Cette semaine, place à une édition spéciale été. Une rétrospective de vos reportages préférés pour revivre l'actualité de vos territoires autrement. À Charles, il passe des prisonniers anglais qui reviennent d'Allemagne. Ils font peur. Ce ne sont que des squelettes. Ces mots sont ceux de Jean Moulin dans une lettre écrite en novembre 1918. Alors jeune soldat de 19 ans, il est envoyé avec son régiment dans les Vosges. L'armistice survient quelques jours à peine avant son départ sur le front. Mais celui qui sera l'un des héros de la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale aura été marqué par les images des prisonniers rescapés de la Grande Guerre. Jean Moulin a donc foulé les terres vosgiennes, connu Charmes et Saucourt. En sa mémoire, le village a inauguré une stèle en présence de sa petite cousine et de son mari qui ont transmis à la commune la correspondance de leur aïeul. Il y a effectivement 25 ans que mon épouse a hérité de la maison de famille des Moulins et de tous les documents, les archives familiales qui y sont. Donc on a numérisé depuis une dizaine d'années à peu près 1200 lettres. Nous avons naturellement retrouvé celles envoyées depuis Saucourt par Jean Moulin à ses parents, à sa sœur. On aime beaucoup retrouver les lieux où Jean Moulin est passé. Donc on a passé un coup de fil à monsieur le maire de Saucourt. On a été magnifiquement accueillis par un homme sympathique mais dubitatif qui n'imaginait pas que Jean Moulin était passé par son village. Jean Moulin passera ainsi l'automne 1918 dans les Vosges. Dans ses lettres, il décrit sa vie de garnison, dit apprécier la bonne nourriture paysanne. Apparemment au départ il est content d'être là, il dit qu'il fait chaud, que ça lui rappelle sa Provence. Et puis 2 mois après il dit qu'il fait -12, c'est plus le... C'est plus vraiment la Provence. Des souvenirs de jeunesse qui seront suivis d'un destin exceptionnel, celui d'un homme qui dirigera le Conseil national de la résistance pour combattre les nazis. Arrêté, il ne donne aucun nom sous la torture. En guise d'aveu, il dessine une caricature de son bourreau, le chef de la Gestapo, Klaus Barbie. Pour le maire, ce mémorial, c'est une leçon de courage et de patriotisme à ciel ouvert. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de donner notre vie pour la patrie? Est-ce qu'on est capable de défendre? Je pense qu'on paiera un peu l'esprit patriotique et Saucourt c'est un petit village qui aura son mémorial où les gens pourront voir que Jean Moulin est passé dans notre région. Jean Moulin le résistant, mais aussi le plus jeune préfet de France et l'artiste, meurt non loin des Vosges en Moselle, annexé dans le train qui l'emmène en Allemagne. Il repose au Panthéon. Saucourt a rejoint la liste des lieux en France qui se souviennent. Faut-il craindre l'intelligence artificielle? À Beauvais, un centre de formation dans le domaine de l'informatique organise des ateliers gratuits sur cette thématique. Et pendant 3 heures, les participants peuvent apprivoiser ces innovations et tous les usages qu'elle permet. Mais aussi, vous allez le voir, ses limites. Un reportage de Jérôme Aubron pour notre partenaire WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. Je suis à Beauvais, dans cette jolie ville de France. Tu connais Beauvais? Oui, je connais Beauvais. C'est une ville charmante, notamment avec sa cathédrale Saint-Pierre, qui a une architecture impressionnante. Au bout du fil, une intelligence artificielle. Dans la salle, des étudiants, salariés ou chefs d'entreprise, à la fois stupéfaits et perplexes. Ça va super vite, c'est surtout ce qu'on dit, c'est-à-dire aujourd'hui ça va, mais on ne sait pas dans 2 ans ça va empirer. Voilà, donc ça fait un petit peu peur, mais bon, il faut aussi s'adapter. Il s'appelle ChatGPT, Mistral ou encore Midjourney et s'impose comme des outils indispensables, capables du meilleur comme du pire. Les IA sont aujourd'hui au cœur des enjeux professionnels. Dans ce centre de formation, des initiés et néophytes décortiquent ces nouvelles technologies. Vous voulez illustrer un texte, une présentation, un article et vous voulez faire un diagramme. Bon, voilà. Et bien là, il y a une IA, vous sélectionnez un texte, fait un diagramme et on a un diagramme qu'on peut insérer. On peut aussi avoir des IA qui vont analyser des données chiffrées. On va déléguer beaucoup de choses à l'IA pour rédiger, pour résumer, etc. Mais l'IA, en fait, elle peut faire beaucoup d'autres choses. Du traitement de texte à la génération d'images ou encore une traduction express. Certains voient déjà en l'IA un précieux assistant en entreprise. Ça peut simplifier un certain nombre de tâches répétitives. Au-delà de simplifier, ça peut permettre de les automatiser. Ça m'aide à avoir des nouvelles idées, ça m'aide à faire des résumés. Et ça me fait gagner du temps, en général, du temps qui est précieux et que je peux utiliser autrement. Si la formation vise à démystifier l'usage de l'intelligence artificielle, elle rappelle que la machine ne doit pas remplacer l'homme. L'humain a toujours toute sa place, c'est très important, d'autant plus avec l'IA, de garder un esprit critique, de savoir démêler le vrai du faux. Tout ce qui est généré par l'IA, il faut impérativement
vraiment que ce soit relu, vérifié, corrigé par l'humain. En un an, l'organisme a déjà sensibilisé 1000 personnes à l'usage de l'IA. Des personnes séduites par une révolution numérique qui apporte autant de réponses qu'elle ne pose de questions. Qui n'a pas été victime ces dernières années des cyberarnaques, ce fléau qui touche aussi bien les particuliers que les professionnels, par SMS ou par mail, un colis en attente ou une facture à payer, tout est prétexte pour vous piéger. Puissance Télévision vous explique comment vous en sortir, regardez. La livraison de votre colis est interrompue. Nous vous informons que vous avez un remboursement en attente dans votre espace personnel. Vous avez déjà tous reçu ce genre de SMS ou de mail. Avec de l'expérience ou grâce à de précieux conseils, certains comprennent rapidement qu'il s'agit d'une arnaque. D'autres tombent dans le piège. En 2023, près de 268 800 procédures ont été engagées à la suite de cyberattaques. En 2022, ce chiffre était de 112 000. Au niveau des mots de passe, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser le nom de ma petite fille. Mon erreur, c'est de couper mon ordinateur, par exemple, de ne pas débrancher le câble de la box. Ces attaques ne touchent pas uniquement les groupes hospitaliers ou les opérateurs de téléphonie mobile. La gendarmerie marnaise alerte les particuliers et les entreprises, même les plus petites, sur le sort réservé aux victimes. Les principales arnaques, c'est celles que j'ai citées. C'est tout ce qui va être les plateformes de faux investissements bancaires, les faux vides, donc les faux ordres de virement, donc l'arnaque au président. Surtout et vraiment surtout le faux conseiller bancaire. Et rançongiciel, et aussi recrudescence énorme des usurpations de RIB. Les discours sont bien rodés et les malfaiteurs ciblent tous les habitants, les seniors, les entreprises ou encore les grands groupes. Même les plus petites sociétés ou encore les particuliers sont concernés. Et ces agissements rapportent gros. Selon une étude menée par Statista, les cyberattaques vont coûter jusqu'à 122 milliards d'euros à la France en 2024. Alors la gendarmerie a donné quelques conseils. 94% des attaques proviennent d'un mail. Donc la réception de mail, il faut vraiment être vigilant à la réception de mail. Être attentif à ce qu'on reçoit, se poser les bonnes questions. Est-ce que je reçois ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on me demande quelque chose dans l'urgence? Si on demande quelque chose dans l'urgence, toujours se méfier. Ne pas cliquer sur les liens, vérifier l'adresse mail de l'expéditeur, ne pas télécharger les pièces jointes. Cette conférence a permis de sensibiliser certains vitrias. Ils étaient près d'une centaine dans la salle du manège. Pour lutter contre ces cyberattaques, des sites existent pour dénoncer des SMS ou des mails frauduleux. Parmi les plus connus, Pharos ou encore Signal Spam. Et si vous passiez un week-end à Londres, eh bien depuis le 2 avril dernier, les citoyens français et de l'Union européenne doivent présenter une autorisation électronique de voyage pour se rendre en Grande-Bretagne. Une adaptation de plus pour les voyageurs, comme nous le montre ce reportage de TVR à Rennes. Ils étaient quelques centaines ce mercredi matin à embarquer à bord du Bonthaven pour rejoindre Plymouth depuis Roscoff. Mais pour la première fois, en plus du titre de transport et du passeport, il fallait être en possession d'un ETA, une autorisation de voyage électronique exigée désormais par le gouvernement britannique. Alors ici, pas de panique, tout le monde avait fait ses démarches. Il faut télécharger l'application ETA, rentrer son passeport biométrique et puis ensuite on est guidé quoi. Il faut juste montrer le mail de confirmation. Voilà, il y a toutes les informations dessus. L'ETA est exigé pour tous les citoyens européens qui voyagent vers le Royaume-Uni. Les citoyens britanniques, eux, peuvent toujours rentrer librement, à condition de ne pas se tromper de passeport. J'ai rempli pour la Eurostar avec les détails de mon passeport français et c'est là où il a exigé que j'ai une ETA pour pouvoir rentrer plutôt en Grande-Bretagne. Marilyn et Sarah font partie de l'association Intégration Creasbrace qui accompagne les démarches administratives et crée du lien dans la communauté anglaise de Centre-Bretagne. Le site est en anglais, seulement en anglais. Donc si on ne parle pas anglais, on n'est pas bien. Ensuite, on nous pousse à utiliser une application et tout en bas, on a quand même l'option de le faire via un ordinateur. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Donc on a passé une bonne demi-heure à travailler là-dessus. Et puis une fois qu'on a fait ça s'est bien terminé. Lors de l'été 2022, la Gironde a connu des feux de forêt dévastateurs avec près de 37 000 hectares partis en fumée. Celui de Landiras est même le deuxième plus dévastateur de l'histoire du pays.
À Ostens, la réserve biologique a perdu presque 70% de sa surface. Depuis, le site renaît petit à petit. Regardez ce reportage sur cette renaissance signé Antoine Rivalin pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. C'est un petit pas pour la Gironde, mais c'est en tout cas un grand pas pour sa biodiversité et je suis très heureux qu'aujourd'hui nous puissions l'officialiser. En juillet 2022, l'incendie Landiras 1 avait ravagé la quasi-totalité du site. 2 ans et demi plus tard, il est de nouveau inauguré. Il va aujourd'hui renaître avec peut-être des particularités qui seront différentes de ce qu'on avait connu et peut-être une lande telle qu'elle existait autrefois avec beaucoup plus de tourbes, avec beaucoup plus d'espèces particulières et endémiques. Et donc c'est un petit peu cet enjeu-là que ces 2 réserves qui sont en train d'être créées sur le site. Un site de 750 hectares divisé en 2. Une réserve biologique dite dirigée de 434 hectares où l'intervention humaine restera possible et une autre appelée intégrale où la nature aura la liberté de reprendre ses droits. L'objet, c'est quand même que l'intervention humaine soit relativement limitée de manière à garantir que les espèces naturelles repoussent. Donc il y a des espèces qui naturellement vont reprendre leur place sur cet espace et donc il va falloir que l'on observe un petit peu quelles sont celles qui gagnent finalement, qui retrouvent leur place, quelles sont celles qui au contraire n'arrivent pas à se développer et regarder comment, soit en intervenant un peu, soit en laissant la nature faire son œuvre, et bien voir ce que deviendra ce site demain. Aujourd'hui, le site naturel d'Ostens est en train de renaître de ses cendres et les premières formes de vie refont leur apparition. On a des traces de loutre, qui est une espèce emblématique du site et une espèce protégée. On a pas mal de papillons qui sont déjà sur le site. On a pas mal d'oiseaux, comme le busard des roseaux. Et sur la flore, les inventaires du CDNSA et des partenaires du département ont montré qu'il y avait eu plus de résilience qu'on ne le pensait et que certaines espèces patrimoniales et menacées qu'on pouvait retrouver sur le site ont résisté au passage du feu. Il y aura la possibilité pour tous de visiter une grande partie de la réserve biologique. Focus sur le braille maintenant, ce système d'écriture tactile avec des points saillants qui permettent aux malvoyants de lire et d'écrire. En Moselle, un ingénieur a inventé un boîtier pour apprendre le braille de manière ludique. Regardez ce reportage de notre partenaire Moselle TV. Je m'appelle Jean Massou et j'ai fondé Andy Exceller en créant le projet Braille, qui est une console de jeu pour apprendre le braille de manière ludique, autonome et personnalisable. Et pour apprendre le braille en s'amusant, l'ingénieur a imaginé son invention en 2 parties. Une console d'un côté et de l'autre, des dominos avec une face visible et une face en braille. Et grâce à ça, on couvre toutes les combinaisons de braille. Pack 1, les lettres, alphabet. Pack 2, accents et nombres. Pack 3, caractères spéciaux. Ensuite, tout est possible puisque le boîtier possède plusieurs modes de jeu. De la bataille navale au mastermind, en passant par l'escape game. Il s'agit bien de la lettre I. Félicitations. Cet outil ludique a été pensé il y a 7 ans, alors que le jeune homme était au lycée en terminale S. Je devais faire un TPE pour la terminale, un projet à caractère ingénieur. Et c'est là que la veille du jour, on doit avoir le sujet avec mes camarades, on n'a rien. Donc je pars promener mon chien un peu dépité à la recherche d'une lumière qui nous donnera la bonne idée. Et en fait, je croise ma voisine Christiane qui est non-voyante, qui a un chien guide, qui promenait également son chien. Et donc en parlant avec elle, en disant est-ce que tu as besoin de quelque chose? Donc la question ingénieur de base. Elle m'a parlé de la difficulté à apprendre le braille, qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux. Enfin, elle nous a demandé beaucoup de choses, Christiane. Mais on s'est concentré sur ça. Ensuite, tout s'enchaîne très vite. Sa voie est toute tracée, en route vers l'entrepreneuriat. Je pense que ça m'est tombé dessus jeune, donc ça a un peu défini ma voie et mon chemin, mais je me voyais inventer des trucs, je voulais être ingénieur, donc je me voyais créer, inventer, mais je ne me pensais pas dans ce domaine-là en tout cas, ou à ce niveau-là. Le jeune créateur intègre le programme Entreprendre pour apprendre, puis un incubateur lorrain, 9 versions du braille et 3 ans plus tard, le Messin lance son entreprise à Nancy et commercialise son invention en 2021. Après un passage au CES, le plus grand salon technologique du monde, à Las Vegas en janvier dernier, l'inventeur de 25 ans compte bien conquérir le monde avec son braille. Et puis partons maintenant dans l'Aube pour découvrir le championnat de France de triathlon des sapeurs-pompiers, une discipline sportive qui partage beaucoup de valeurs avec la profession et notamment celle du sacrifice. Près de 250 soldats du feu sont venus de toute la France pour l'occasion. Reportage de Canal 32, regardez.
Dernier échauffement, dernier conseil, encore un regard sur le parcours avant de se jeter à l'eau. Près de 250 sapeurs-pompiers venus de toute la France sont au départ du triathlon des lacs. Un challenge pour le côté équipe, cohésion, et puis pour essayer de se donner du plaisir et puis d'être là avec tout le monde. On a organisé avec le SDIS et le TOS ce championnat de France de triathlon. Sapeur-pompier, et donc en tant que pompier au bois, je me devais de participer à l'épreuve. 750 mètres de nage, 25 de vélo, et on finit par 5 de course à pied. 9h, le top départ est donné. Objectif pour les soldats du feu, se challenger, mais surtout vivre un moment de cohésion. La dernière édition du championnat de France des sapeurs-pompiers se tenait il y a 3 ans dans le Calvados. Le SDIS de l'Aube s'est porté candidat pour organiser l'événement en partenariat avec le club de triathlon troyen. C'est la première fois qu'on l'organise dans l'Aube. D'habitude, c'est à la charge des unions départementales et des SDIS de le faire. Ça faisait 2 ans qu'il n'y en avait pas, donc on s'était lancé dans le projet pour toujours développer nos activités physiques, le sport chez les sapeurs-pompiers dans le département. Il y a tous les niveaux, il y a vraiment des champions comme Monsieur Tout-le-Monde qui se lance le défi. Sur la ligne de départ, une quarantaine de pompiers locaux sont venus porter haut les couleurs du SDIS de l'Aube. Après un peu plus d'1 heure d'effort, Tony Baheu se place 3e et décroche le titre en catégorie master. Avec certains de mes collègues, on a justement essayé de monter une équipe l'année dernière pour déjà participer à cette épreuve qui a lieu déjà depuis des années. Mais sans savoir que les championnats de France auraient lieu cette année, donc c'est génial parce que du coup on a sensibilisé pas mal de monde déjà l'année dernière. Et puis du coup cette année ils ont re-signé pour refaire les championnats de France. Les derniers sportifs boucleront le triathlon en près de 2 heures. Le prochain championnat de France sapeurs-pompiers pourrait se tenir dans 2 ans. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde de tennis. Il est 22e mondial et pourtant, vous ne le connaissez pas. À 85 ans, Roger enchaîne les titres dans la catégorie senior et prouve que l'âge ne doit pas être un frein. TBO et TB Sud, les chaînes du Télégramme, ont rencontré ce champion tout à fait hors norme. Regardez. C'est ces championnats du monde. Alors voilà, championnat de France. Des médailles, Roger ne sait plus quoi en faire. L'octogénaire a pourtant commencé tard le tennis. J'ai commencé à 53 ans. Je suis Roger Nicolas, 22e mondial en plus de 85 ans. Quand je suis arrivé à Crozon, j'ai battu des gens qui ont dit qu'ils allaient arrêter le tennis. Il y en a 2 ou 3 qui ont arrêté le tennis, dégoûtés. Ils se demandaient comment c'était possible à 85 ans de courir comme ça. Et c'est difficile parce qu'il n'y a pas de vétérans ici, quoi. Je suis le seul vétéran. Il y a des vétérans, mais ils ne veulent pas jouer, quoi. Ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur de... Ils ne veulent pas... Ils savent qu'ils ne gagneront pas, quoi. Malgré ses 85 ans, Roger s'entraîne 3 fois par semaine, une rigueur lui permettant de jouer au plus haut niveau. J'étais dans l'équipe de France des 80, mais pas 85 puisqu'il n'y en a pas. Je me bats pour ça, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas faire de 85, alors qu'on est assez nombreux, puisqu'il y a des pays comme l'Australie, les États-Unis, même les Japonais qui jouent au tennis, qui ont des catégories 85 et 90. Sa raquette, le secret de sa longévité selon Roger. Si je ne faisais pas de tennis, je serais déjà mort, quoi. J'aimerais bien mourir sur un terrain de tennis. C'est super, plutôt que de mourir dans un lit. Originaire d'Espagne, le paddle est la nouvelle tendance sportive en France. La discipline compte déjà 50 000 adhérents. La région Occitanie, elle, est la première région française en nombre de licenciés. Aujourd'hui, l'offre du paddle est aussi diversifiée que celle du tennis. Via Occitanie a donc voulu comprendre l'engouement autour de ce sport. Des vitres autour d'un terrain légèrement plus petit qu'un court de tennis et une raquette en carbone percée de trous, vous avez sûrement reconnu le paddle. Ce sport originaire du Mexique et importé d'Espagne en France n'est plus à présenter dans notre région. Depuis quelques années, l'Occitanie est la première région française avec le plus de licenciés. À Moguio, 3e club d'Occitanie, Jean-Bernard Quine enseigne le paddle depuis 8 ans. On est une région où on peut jouer beaucoup, c'est-à-dire que ce que j'ai remarqué, on est pratiquement 900-800 membres, donc ça veut dire qu'on est 400 membres de paddle. Et sur ces 400 membres de paddle, il y a 300 joueurs classés. C'est-à-dire qu'il y a des tournois toutes les semaines. On peut jouer, soit faire un tournoi le lundi, il y a des clubs qui proposent le lundi, des tournois le mardi, le mercredi, le jeudi. Des cours collectifs, des cours individuels ou une simple location du terrain, ainsi que des créneaux pour les enfants. L'offre de paddle est aujourd'hui autant diversifiée qu'au tennis. Les tarifs avantageux d'un club municipal rendent le club de Moguio très attractif, au point que les terrains sont souvent réservés une semaine à l'avance. C'est un sport très ludique, très facile d'accès. Vous pouvez jouer au paddle sans avoir fait vraiment de sport de raquette.
On peut faire, vous arrivez 4 dames qui viennent faire une partie. Moi, en tant que moniteur, au bout d'une heure, je peux leur faire un match. Avec 15 000 licenciés en Occitanie, dont un tiers rien que dans l'Hérault, des enseignes spécialisées commencent à voir le jour. Ouvert depuis le 30 novembre, Sam a déjà vendu des centaines de raquettes. Ce qu'on me demande, c'est surtout du conseil par rapport aux raquettes, parce que vous voyez, il y a beaucoup de choix. Moi, au magasin, j'ai une centaine de raquettes, mais je pense que sur le marché, il doit y avoir à peu près 600 raquettes différentes. Donc les joueurs, les consommateurs sont un peu perdus dans ce qu'ils doivent acheter, parce que voilà, il y a par rapport au profil des joueurs, si on est plutôt attaquant, défenseur, joueur de gauche, joueur de droite, débutant, confirmé. Des enseignes 100% padel et des terrains qui se multiplient. Pour répondre à la demande, une cinquantaine de nouvelles pistes devraient voir le jour d'ici fin 2025 dans l'Hérault. C'est une magnifique histoire que je vous présente maintenant. À seulement 16 ans, Lucas est pilote de montgolfière. Il est d'ailleurs le plus jeune pilote de France. Et pour son premier vol en autonomie, notre partenaire La Dépêche du Midi a pu monter à bord avec lui. Il nous explique sa passion transmise par son père. Regardez. On a la température, on est à peu près à 15 degrés. On regarde du coup le poids qu'on peut porter, 346 kg. Mon père est pilote et mon voisin aussi, et du coup je suis presque né dedans. Et du coup ça m'a donné envie d'être le plus jeune pilote de France. On est en train de faire un vol en montgolfière avec mon père à côté, du coup, en montgolfière aussi. Et voilà, c'est mon premier vol en tant que pilote. Ouais, je suis content du premier vol, ouais. Puis c'est un beau paysage, beau vol, beau terrain. Avec le père, du coup, c'était bien. Le prochain, pour quand ? Je sais pas encore, on verra avec la météo. Voilà, on peut les voir aussi en montgolfière, si vous avez vu le sujet précédent. La France regorge de très beaux paysages partout dans nos régions. La Fédération française de randonnée a donc décidé d'organiser des séjours itinérants pour ses licenciés afin d'explorer les paysages cachés et savourer le terroir local. TL7 nous propose donc une immersion dans la Loire, cette fois-ci. Regardez. Entre Mont-du-Forêt et Gorges de la Loire, une aventure rassemble les passionnés de nature et de grands espaces. Ces séjours itinérants, organisés par le comité ligérien de la Fédération française de randonnée, mêlent découverte et convivialité. C'est mon premier séjour itinérant, en plus avec la Fédé, et vraiment je trouve que c'est super bien organisé. J'ai grandi dans la plaine et je suis jamais venu sur les Hauts-de-Chaume, mais je suis contente de découvrir cette belle région. Je suis né à Saint-Étienne, alors c'est peut-être, je sais pas, inconsciemment, c'est peut-être ce qui me fait revenir ici. Et puis on respire, c'est tellement bon. Pendant 5 jours, les participants sillonnent les sentiers balisés du département, d'un gîte à l'autre, avec des pauses gourmandes et culturelles. Depuis 2020, le comité fait carton plein sur ces 5 séjours entre Hauts-de-Chaume, Pilat, Gorges de la Loire, Mont-de-la-Madeleine et Montagne du Matin. On essaye de faire des cheminements intéressant pour que les gens puissent découvrir. Donc c'est pour ça que de temps en temps, on a des transferts en véhicule, parce qu'il y a des parties, c'est du chemin, mais il n'y a pas de point remarquable. Coût du séjour, 460 €, transfert, gîte, couvert et accompagnement compris. Seule condition, avoir sa licence au sein de la Fédération française de randonnée, 5 jours de marche, de découverte et de partage. Des séjours qui prouvent que la Loire a plus d'un sentier à offrir, pour les amateurs de nature comme pour les curieux de terroir. Et puis, connaissez-vous vraiment la signification des signes de main des chefs d'orchestre ? Son rôle est de coordonner des instrumentistes grâce à des gestes très particuliers. Découvrons-les, ce sont des secrets de ce métier grâce à ce reportage de 8 Mont-Blanc. Regardez. Des mains qui virevoltent au rythme de la musique et des gestes précis. Mais justement, à quoi correspondent-ils ? Donc simplement, si je veux les faire partir, je fais comme ça. En fait, ce qui est très important toujours, c'est de donner une levée. Après, je peux demander de jouer plus fort. Face au chef d'orchestre, c'est un quintet qui répète aujourd'hui pour le marathon du piano d'Évian. Concentrés sur leur partition, les musiciens gardent toujours un œil rivé sur lui. Des indications de tempo, des indications de départ tout simplement aussi. Et puis après, on regarde notre partition, mais on est censé aussi le regarder soit directement, soit indirectement. Et n'allez pas croire que le chef d'orchestre est toujours debout face aux instrumentistes. Lui-même musicien, il apprécie de retourner pendant le concert à son premier amour, le piano.
On commence déjà avec l'étude d'un instrument, à vraiment maîtriser ça. Et puis l'envie de diriger vient souvent un petit peu plus tard. Donc ça c'est le cas oui, pour presque tous les chefs d'orchestre. Et puis moi j'avais commencé par le piano, donc c'était tout simplement comme ça. J'ai joué un peu de violon aussi. Pas pendant très longtemps, mais bon, c'est quand même utile aussi quand on est chef d'orchestre d'essayer plus d'instruments. Une bonne connaissance des différentes familles d'instruments et surtout un imaginaire sonore très développé sont la clé pour prévisualiser la couleur des instruments, les hauteurs ou encore les accords. Est-ce que c'est clair ce que... Ça se prépare avant, donc on a ce qu'on appelle le conducteur en français, donc la partition d'orchestre où il y a toutes les parties superposées de tous les instruments, ce que joue tout le monde en même temps. Donc en tant que chef, on a ça, et puis on prépare les répétitions comme ça, on regarde qu'est-ce qui va avec quoi, quels instruments jouent ensemble. Diriger quelques musiciens à plusieurs dizaines d'instrumentistes, un rêve de gosse devenu réalité pour ce virtuose néerlandais. Merci d'avoir partagé avec nous cette rétrospective des meilleurs reportages du Grand JT des Territoires. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous et une nouvelle édition. Au revoir à tous.